Bientôt, une stratégie sur la communication et la mobilisation communautaire pour le relèvement post-crise au Burkina. Ce document qui va servir de boussole pour soutenir de façon significative les personnes impactées par les crises est en phase de validation. Précision dès l'ouverture de cette édition. Nous irons dans cette édition en Haïti où la vie de Cap-Haïtien est sous tension. À la veille des funérailles du président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier, des coups de feu sont entendus, des barricades incendiées et des routes bloquées. Les partisans du président assassiné réclament justice et c'est un reportage que nous vous proposons en fin d'édition dans la page internationale. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour. Communication et mobilisation communautaire pour le relèvement post-crise au Burkina, c'est une stratégie qui consiste à soutenir les personnes impactées par les crises. Le document est en phase d'élaboration et un atelier piloté par le ministère de la Communication s'est ouvert hier à Ouagadougou avec pour objectif de valider le dit document. Issa Kafando et Caroline Ouari. C'est une réponse au désarroi des populations face au péril des crises sécuritaires qui se préparent. La stratégie de communication en finalisation vise à aider à relever les communautés impactées par les attaques exercées au Burkina depuis 2015. L'objectif est conjointement visé par le Programme des Nations Unies pour le développement et la coopération suédoise, le bras financier du projet. Ça fait partie de notre programme de coopération avec le Burkina qui a mis en place ces cadres. Donc c'est la raison pour laquelle nous soutenons que le pays se dote de cette stratégie de communication et de mobilisation des communautés pour le relèvement post-crise. Cette stratégie qui se veut nationale prend en compte les effets des catastrophes naturelles, des attaques terroristes et du Covid-19. On va s'attendre à une approche beaucoup plus ordonnée et coordonnée en matière de communication. On va s'attendre à ce que la communication soit désormais au centre de la stratégie en matière de communication, en matière de développement de notre pays. On va s'attendre au fait que de plus en plus dans notre pays, il est question de repositionner la communication. On va s'attendre aussi à ce que la communication soit cet outil-là qui permet de remobiliser la population, leur donner de l'espoir et leur permettre d'être encore plus résilientes malgré les difficultés, malgré les moments assez difficiles qu'elles traversent. Engager les populations dans la prévention contre les risques d'effritement du tissu social est aussi l'un des objectifs de la stratégie en cours de validation. Échange ce matin entre l'ambassadeur du Royaume de Belgique et le chef de l'opposition politique burkinabé. La visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée entamée par le diplomate depuis sa prise de fonction. Et au menu de leur entretien, l'actualité nationale et la coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et le Burkina. Souleymane Sanou et Ahadi Sandaba. Plus qu'une visite de courtoisie, c'est une visite pleine de sens. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en venant ici entend s'imprégner du fonctionnement de la structure, mais aussi échanger avec le chef de file de l'opposition politique burkinabé sur les questions d'actualité nationale. Il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que je sens évidemment chez monsieur le chef de file de l'opposition la volonté de continuer à fixer les grands enjeux qui sont sécuritaires, qui sont humanitaires, économiques, qui sont économie. On a pas mal discuté d'économie, je pense que c'était intéressant. Pour l'opposition politique burkinabé, cette visite a été une occasion pour faire le plaidoyer sur un certain nombre de choses, notamment sur la coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso. Comme on le dit, il faut nous apprendre à pêcher et que nous donner du poisson. Et je pense que dans cette optique, l'ambassadeur a bien compris. Nous avons également abordé la question sécuritaire, où la Belgique intervient dans le domaine de la formation de nos militaires et nos forces de défense de sécurité, et également au niveau des GARCI. La coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso dure plus de 2 décennies maintenant. Et c'est en septembre 2020 que Jean-Jacques Keria a pris fonction comme ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso. Depuis son arrivée, il fait le tour des institutions pour s'imprégner des réalités du terrain, nous confie-t-il.
L'Agence nationale de l'aviation civile et l'Agence nationale de la météorologie, désormais partenaires. Les deux structures officialisent leur partenariat par un accord signé ce matin à Ouagadougou. Avec ce partenariat, c'est la qualité de la supervision des activités de l'aviation civile qui sera améliorée. Le film de la cérémonie avec Mustapha Belem et bienvenue Tansa. Voilà qui officialise le partenariat entre l'Agence nationale de la météorologie ANAM et l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. L'idée est de mieux servir les usagers de l'espace aérien burkinabé grâce à une optimisation des services de supervision. Nous avons la responsabilité de superviser et de faire des investigations pour voir si les prestataires qui ont la mission de fournir des prestations de services dans ces activités-là le font conformément à la réglementation internationale et à la réglementation nationale. Pour mieux comprendre l'importance de ce document, d'abord l'assistance météorologique à la navigation consiste en quoi? C'est fournir aux exploitants d'aéroports, aux membres d'équipage de conduite, c'est-à-dire les pilotes, tous les renseignements météorologiques qui sont nécessaires pour qu'un vol puisse se dérouler en toute sécurité, régularité et efficacité. Il faut beaucoup de compétences. Il se trouve que notre administration en matière de météorologie, qui est l'ANAM, regorge effectivement cette compétence. Donc pour optimiser cette activité de supervision, il était bon que nous fassions une collaboration, en fait une formalisation de cette coopération. La signature de cette convention souscrit à une exigence internationale qui prône un service de supervision de qualité. Les bases ainsi jetées devront permettre une bonne marche des deux structures dans les jours à venir. Lutte contre la flambée des prix des produits et la fraude. La brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes fait le point de ses opérations de contrôle. Face à la presse ce jeudi, la brigade parle de plusieurs opérations qui ont permis la saisie des tonnes de produits contrefaits ou impropres à la consommation. Des milliers de commerçants ont aussi à l'occasion été sensibilisés ou verbalisés. Silasina Ouattara et bienvenue Tansa. Au moins 18 000 commerçants ont été contrôlés sur la période de janvier à mi-juillet. Parmi eux, 2 000 ont enfreint la réglementation. Un dispositif réglementaire a permis au service de contrôle de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes de saisir du mois de janvier à ce jour plus de 2 000 tonnes de fer à béton non conforme, plus de 109 000 feuilles de tôle non conformes. Il y a eu aussi 400 tonnes d'engrais. Nous avons également saisi plus de 1837 tonnes de noix brutes d'ajout qui sortaient irrégulièrement. Et il y a eu aussi, dans le cadre du respect de la mesure de suspension de la délivrance des autorisations spéciales d'exportation pour les céréales, donc à cet effet, 94 camions qui transportaient plus de 3000 tonnes de céréales à destination des pays voisins ont été arrêtés. Pour contenir la flambée des prix des produits de grande consommation, le coordinateur général de la brigade de contrôle invite la population à plus de collaboration en dénonçant les faits. Nous demandons à ce que les gens puissent collaborer avec les structures de contrôle à travers les dénonciations. Nous avons notre numéro vert 80 0011 84, 80 0011 85, 80 0011 86. Nous appelons en tout cas l'ensemble des populations à collaborer avec les structures de contrôle. La brigade entend poursuivre le renforcement des actions de contrôle à travers l'élaboration des cahiers de charges, la fixation des prix des céréales locales et l'intensification des contrôles pour faire respecter les prix fixés. Autre point dans cette édition, des journalistes économiques des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'imprègnent du fonctionnement, du rôle et des actions de l'Union. C'est une série de formations initiées par l'organisation sous-régionale et au cours de la session finale, un réseau de journalistes de l'UEMOA est mis en place. Mouni Soubega, reportage. Au-delà de la promotion de l'intégration au sein de son espace, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est engagée ces dernières années dans des réformes dans plusieurs secteurs. Il s'agit entre autres des transports, de l'éducation, de la formation, de la recherche, de la paix, de la sécurité et du développement économique des États membres. Et pour mieux faire connaître ces chantiers, la commission de l'UEMOA a initié la présente session d'information et de sensibilisation au profit des journalistes économiques des 8 pays membres de l'UEMOA. La communication a toujours eu sa place
dans la mise en œuvre des chantiers de l'Union. Nous considérons qu'elle est essentielle non seulement pour informer, mais aussi et surtout pour sensibiliser les populations sur ce que l'Union fait, à l'effet d'assurer une meilleure participation des communautés au processus d'intégration que nous avons entamé maintenant depuis 1994, date de la création de l'Union. Les échanges intracommunautaires dans l'espace UOMOA, le cadre juridique et institutionnel de l'Union, le Conseil du travail et du dialogue social, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la problématique de la paix et de la sécurité dans l'espace communautaire sont autant de thématiques développées au cours de cette session de formation. Toutes les performances qui se font dans cette institution nous échappent, mais avec ces 3 jours de formation, d'échange, de collaboration, nous avions compris, département par département, tout ce qui se fait, et tous les journalistes vraiment ont été satisfaits par rapport à ces 3 jours-là. Nous, franchement, avons apprécié ce qui s'est passé durant ces 3 jours. Nous avons été avec des consoeurs et confrères très dynamiques, de vrais professionnels des médias, et nous sommes sûrs qu'au sortir de ces 3 jours, les relations entre la presse et l'Union en général vont se renforcer davantage. Au terme de la formation, un réseau de journalistes économiques dénommé Plateforme Média UOMOA a été mis en place. Ces objectifs, créer un cadre d'information et de formation des journalistes de la sous-région et renforcer l'intégration économique à travers une saine diffusion des informations sur les chantiers de l'UOMOA. Nous parlons sécurité dans cette édition. Des dérives peuvent survenir dans la lutte contre l'insécurité. Et pour prévenir de tels actes qui mettent à mal la cohésion sociale, le PNUD, de concert avec le Royaume des Pays-Bas, organise une formation au profit du personnel des forces de défense et de sécurité. Désiré Ilboudo et Aruna Marie ont suivi le début de la session. C'était hier à Fadangourma, suivant leur compte-rendu. Limiter les dégâts pour plus de cohésion sociale entre population et forces de défense et de sécurité. Le PNUD, à travers son projet Golkos, gouvernance locale et cohésion sociale, veut trouver la parade pour restaurer la confiance entre les 2 entités et raffermir la cohésion sociale. Pour y parvenir, l'institution onusienne forme une 40aine de militaires et paramilitaires de la région de l'Est. Les forces de défense et de sécurité, la matière première sur laquelle elles agissent, c'est l'homme. Donc il est essentiel que le respect de la personne humaine soit au cœur de leurs activités de tous les jours. Donc le projet Golkos, c'est un projet du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui est sur 6 régions et dans la région de l'Est. Et nous avons 21 communes sur les 85 dans tout le pays. Et cette activité s'inscrit en fait dans le cadre de notre résultat numéro 6 où on veut renforcer l'engagement des forces de l'ordre et de toutes les parties prenantes dans tout ce qui est promotion de la cohésion sociale dans le pays. Former ces hommes en uniforme sur la cohésion sociale embarque le Royaume des Pays-Bas qui, aux côtés du PNUD, finance cette session de formation. En 2 jours, les modules conçus doivent aider les participants à se conformer à la nouvelle donne. Il y a plusieurs modules qui sont prévus. D'abord, les notions sur les droits humains, les notions sur la cohésion sociale, les notions sur le genre. Et en dehors de ça, il y a des modules sur la participation, la contribution de FDS à la cohésion sociale. Il y a également un thème prévu pour la police de proximité, un module qui sera développé au profit des FDS. Il y a également un module sur la prise en charge psychosociale et le stress au profit des FDS. Le PNUD et le gouverneur de la région de l'Est souhaitent que ces éléments de sécurité s'approprient le contenu de la formation et l'adaptent à chaque instant à leur mission de sécurisation et de manière professionnelle pour la consolidation de la paix sociale. Toujours dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale, s'ouvrait au même moment hier à Dori une session qui a regroupé une 40aine de personnes issues des associations de gestion des conflits communautaires. Les échanges ont permis d'identifier les facteurs de tension au sein des communautés et de mettre en valeur les initiatives locales de médiation. Le reportage de Bourema Cabré et Théodore Soubra.
Les conflits communautaires au cœur de cet atelier régional de concertation. C'est une initiative du projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble au Burkina Faso, PRODIV. Venus de Gorom Gorom, de Setenga et de Dori, ces représentants des structures de médiation renforcent leurs connaissances sur les causes et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Il y a les conflits agriculteurs-éleveurs, il y a les conflits fonciers, il y a les conflits religieux, il y a les conflits ethniques. Donc il y a toute une panoplie de conflits communautaires qui sont rencontrés en tout cas au niveau des différentes localités et nous aurons l'occasion de revenir sur cette typologie des conflits. Au niveau du Burkina Faso, quels sont les mécanismes que les populations ont mis en place pour leur permettre de vivre ensemble de façon harmonieuse et de façon paisible, de sorte à ce que chaque élément pris individuellement puisse s'épanouir au sein du groupe. L'objectif de ce cadre d'échange est de tirer aussi profit des expériences locales de régulation des relations sociales entre les communautés. Nous voulons valoriser nos ressources déjà traditionnelles et locales, mais aussi pouvoir faire en sorte que nous puissions nous enseigner, nous apprendre mutuellement de certaines pratiques qui ont bien marché sous d'autres cieux, de façon à ce que ces conflits communautaires puissent rapidement être résolus. Le projet PRODIV est mis en œuvre par un consortium composé de l'Union fraternelle des croyants de Dori, le Centre diocésain de communication de Wayuguya et l'Association pour le développement des communautés villageoises de Fada. Et pour défendre les intérêts moraux et matériels des éleveurs, le syndicat national des éleveurs du Faso est né. Composé d'une équipe pluridisciplinaire, le SNEF a été présenté officiellement à la presse ce jeudi à Bobo Dioulasso. Découvrons ses missions et ses ambitions avec Lamine Karantao et Kadouro Menki. C'est une conférence de presse pour lancer officiellement le syndicat national des éleveurs du Faso. Face à la presse, une coordination nationale composée de techniciens et de spécialistes chargés entre autres des questions sécuritaires, foncières, environnementales, administratives et juridiques. Une équipe pluridisciplinaire qui va mutualiser compétences et expériences en vue de mieux défendre les intérêts matériels et moraux des éleveurs. On va faire des formations et sensibilisations sur la connaissance des différents textes. Comme on a dit, quand un berger il est en brousse avec ses animaux, il voit une forêt classée, il voit beaucoup de l'herbe dedans, tout ça là, c'est joli. Donc pour lui, voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Il doit savoir qu'en voyant ça là, ou en détruisant ça là, voilà ce que ça peut apporter. Le syndicat national des éleveurs du Faso se fixe comme mission principale l'essor du secteur de l'élevage en interpellant notamment le ministère de tutelle sur certaines difficultés. Il y a plusieurs zones pastoraux qui sont réservées aux activités d'élevage. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas au courant de celui qui fonctionne. L'aliment bétail, ils envoient souvent au prix subventionné. Ce qu'on entend que le ministère a envoyé et ce qui est arrivé aux destinataires, c'est vraiment une grande différence, une très grande différence. Ça reste où? Ça n'arrive pas aux destinataires. Mais ça vient au nom des destinataires, ça vient au nom des éleveurs. Le syndicat national des éleveurs du Faso est créé le 23 juin 2021. Il compte être représenté partout au Burkina Faso à travers la mise en place des structures régionales, provinciales et communales. Hors de chez nous, et comme je vous le disais en titre, l'après-midi d'hier a été très mouvementé en Haïti. À quelques heures des funérailles nationales du président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier, la ville de Cap-Haïtien est sous tension. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées, des routes bloquées. Les manifestants réclament justice. Suivant. Des coups de feu, des routes bloquées, des barricades incendiées. Au Cap-Haïtien, les funérailles privées du président assassiné font monter la tension. Les partisans du président Jovenel Moïse réclament justice, perturbent les cérémonies d'hommage et menacent de faire plus. Ils veulent empêcher les gens de Port-au-Prince de venir aux funérailles car ils accusent l'élite haïtienne d'être derrière la mort de leur président. Arguant que Jovenel Moïse est le 5e chef d'État originaire du Nord à avoir été tué dans l'Ouest. Nous n'irons nulle part, nous resterons ici, nous demandons des réponses. Je vous l'ai dit, personne ne nous fera partir d'ici. Nous resterons pour demander justice pour notre président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, personne ne nous a rien donné.
Hier soir, la première dame, Martine Moïse, et ses 3 enfants ont assisté à une petite cérémonie religieuse au cours de laquelle des représentants du gouvernement, dont le nouveau Premier ministre Ariel Henry, ont présenté leurs condoléances. C'était sa première apparition publique depuis son arrivée au Cap-Haïtien. Blessée dans l'attaque du commando qui a tué son mari, elle n'a fait aucun commentaire public. La cérémonie privée de funérailles doit avoir lieu plus tard dans la journée. Les forces de sécurité sont sur le qui-vive alors que les autorités continuent d'enquêter sur l'attaque du 7 juillet. Jusqu'ici, 26 suspects ont été arrêtés, dont 3 officiers de police et 18 anciens soldats colombiens. La crise qui secoue la CENI dans le renouvellement des nouveaux commissaires est évoquée par la presse burkinabé. Comment la Commission électorale nationale indépendante va sortir de cette situation? La réponse dans la lecture croisée des journaux avec Vincent Tchandrepego. Pour l'honneur du bonnet, c'est la une de l'observateur Palga qui se penche sur le cas de la CENI dans sa lettre pour l'AI. La CENI, une machine électorale grippée pour le moment dans un contexte de renouvellement de ses commissaires. Le nœud du problème étant la désignation du président de l'institution avec au centre la tête couronnée, le Saunaba, annoncé pour ce poste, mais récusé par l'opposition d'Edi Komboyogo. Du coup, la date du 25 juillet comme échéance pour les nouveaux commissaires pour entrer en fonction risque de ne pas être respectée au regard du coup d'arrêt avec une polémique qui enfle impliquant des entités politiques et religieuses. L'Obs a une suggestion que le Saunaba facilite la tâche à ses mandants en prononçant lui-même sa renonciation au poste querellé afin que la chefferie coutumière, traditionnelle garante de la paix sociale, puisse désigner un remplaçant. Dans le journal Le Pays, une autre suggestion, celle d'Ablassé Ouedraogo qui propose une prorogation de l'équipe en place. Proroger le mandat de l'équipe en place en tenant compte des prochaines municipales à organiser, le temps de réécrire le code électoral dans la sérénité. Selon Dr Ablassé Ouedraogo, Bonaventure Ouedraogo ou Saunaba a tous les droits d'être élu président de la CENI, mais au plan moral, ce n'est pas tenable au regard des preuves de ce dont on l'accuse. À la une de Sidoya, des descendants d'ouvriers voltaïques en Côte d'Ivoire en quête de reconnaissance. Dans ce dossier, le journal ressort un fait historique, la construction du canal de Vridi en territoire ivoirien il y a plus d'un demi-siècle. Construction assurée par des ouvriers transportés de la Haute-Côte d'Ivoire, anciennement Haute-Volta, par l'administration coloniale. Aujourd'hui, les descendants de ces voltaïques se souviennent encore du labeur de leurs parents dans la réalisation de l'ouvrage qui reste d'actualité en matière de contribution à l'économie ivoirienne. Ces derniers font alors un clin d'œil au TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, sur lequel ils fondent des espoirs de reconnaissance. C'est avec la revue de presse que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi en compagnie des programmes de la RTB.